Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de ce jour, dont la thématique sera sur la solution FIRST automatique et l'accréditation, une nouvelle avancée sur la sécurisation frénétique des gaz du sang. Radiometer est pionnier dans le domaine des gaz du sang depuis plus de 70 ans maintenant. Et est sponsor de cet événement, je m'appelle Mathias Servel et suis chef produit au sein de l'équipe marketing. Et je serai accompagné de mon collègue Jérémy Fouad pour la régie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant l'icône QNR qui est juste à côté de la touche conversation durant le webinaire, et nous consacrerons du temps à la fin de l'événement pour y répondre, ou nous reviendrons vers vous ultérieurement en cas de besoin. Le sang est une technologie de pointe. La maîtrise de la phase frénétique est un enjeu primordial pour la qualité des résultats et pour la bonne prise en charge des patients. Le sujet est particulièrement intéressant aujourd'hui. Merci d'être si nombreux à vous connecter, et merci également à nos confrères industriels qui sont aussi présents pour écouter le partage d'expérience de notre oratrice, le docteur Marie Toussaint. Madame Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien biologiste en hématologie biologique au CHU de Nancy, et vous êtes également responsable de la biologie délocalisée au sein du CHU et de tout le GHT Sud de Rennes. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez fait un retour d'expérience pragmatique sur l'utilisation quotidienne de la solution FIRST automatique et ses bénéfices. Encore merci d'être avec nous, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie. Je vous remercie Radiometer de m'avoir donné l'opportunité de présenter un petit peu cette étude pilote de mise en place du projet FIRST automatique dans 2 de nos services de réanimation depuis le début de l'année, et de pouvoir ainsi vous faire partager notre expérience avec cette solution. Du coup, je commence. Donc, une petite, pour commencer, donc, je voudrais juste vous présenter un petit peu comment est organisée la biologie délocalisée au sein du CHRU de Nancy. Donc, nous avons un parc assez important de biologie délocalisée qui concerne le CHU de Nancy, mais aussi 3 hôpitaux périphériques. Et donc, parmi les analyses de biologie délocalisée que nous gérons, nous avons donc une structure dédiée avec 4 techniciens qui ne s'occupent que de ça. Et donc, parmi les analyses, évidemment, nous avons des gaz du sang qui sont réalisés pour le CHRU en délocalisé dans les services de réanimation, à la maternité et dans les services d'urgence. En activité moyenne sur le parc d'appareils à gaz du sang délocalisés au CHRU de Nancy, dans les réanimations qui sont équipés d'un appareil de biologie délocalisée, on constate qu'on a une activité qui peut être montée avec des volumes très importants d'activité mensuelle, puisque dans la réanimation médicale, qui va être un des sites dans lequel nous avons testé le projet FIRST automatique, on voit qu'on a des volumes d'activité qui environnent 1200 gaz par mois. Alors, l'activité délocalisée, elle n'est pas toujours très simple, parce qu'il faut gérer, comme pour tout, un certain nombre de pannes des appareils. Donc, on essaye de faire en sorte de mettre en place des solutions pour que les pannes qui sont inhérentes à une mauvaise utilisation des appareils, le nombre de pannes diminue. Donc, on a réussi aussi en maintenant un parc qui soit opérationnel, pas avec des trop vieux appareils, mais on a réussi ainsi à diminuer un petit peu le nombre de pannes. Et quand on constate le nombre de fois où les appareils ne sont pas disponibles, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie des cas où on a des bouchages de l'appareil qui sont liés à une mauvaise qualité préanalytique, et donc en particulier pour la maternité. Donc, on se doit d'essayer d'améliorer les choses. Donc, on avait procédé à une première modification à la maternité avec un montage en sonde réduite, qui n'a pas été suffisant. Et donc, on a envisagé une autre solution qui est de tester les seringues radiométeurs SafePico
pour le CHRU. Et donc, nous avons, après une phase de test, réussi à référencer ces seringues. Alors, nous avons choisi d'essayer de référencer ces seringues pour améliorer le plan analytique sur différents points, notamment la présence dans ces seringues d'une petite bille magnétique qui permet une bonne agitation de l'échantillon et pour lesquels les appareils ABL 90 sont équipés d'un système qui permet de faire une agitation correcte du prélèvement. On a la présence d'un petit buvard d'héparine qui permet une anticoagulation homogène du prélèvement et donc de limiter au maximum les microcaillots. Et puis la présence de ce bouchon dans lequel on peut purger et qui permet de sécuriser grandement l'utilisation de ces seringues pour le personnel soignant avec une limitation des AES et une limitation aussi des échanges gazeux après le prélèvement, puisque ça ferme hermétiquement le prélèvement. Donc, ces seringues avaient été essayées l'année passée dans 3 services. Elles ont donné entière satisfaction et donc nous avons demandé le référencement des seringues à l'hôpital à partir de ce moment-là. Lorsque l'on a testé ces seringues pour lesquelles on était assez satisfait sur la façon de les utiliser, on a en plus appris que ces seringues permettaient de pouvoir développer le projet First Automatic. Donc moi j'appelle ça la cerise sur le gâteau parce qu'on n'est pas allé vers les seringues radiométeurs pour ça, mais elles apportent un petit plus en plus de ce dont je viens de vous parler tout à l'heure, puisque ces seringues sont code barre, donc seringue est code barré, et que lorsque l'on utilise les appareils ABL via le serveur Accure qui relie ces appareils à notre cil, on peut disposer donc du logiciel, alors First Automatic ou FlexLink, je ne sais pas quel est le nom officiel du logiciel. Et donc, si les chambres des patients sont équipées de postes informatiques, on va pouvoir avoir recours à ce projet. Alors, qu'est-ce que c'est que le First Automatic? Eh bien, en fait, c'est une solution qui permet d'appairer la seringue au patient au lit du malade, donc via une interface informatique. Et donc, au lit du malade, il suffit d'ouvrir une session qui est reliée au serveur Accure, donc qui est déjà disponible. Et donc, sur cette session, au moment de faire le prélèvement pour le gaz du sang, les informations relatives au patient, c'est-à-dire son identité, mais aussi les renseignements sur la température et sur la FiO2 et tout ce dont on a besoin de saisir par rapport au prélèvement. Au lit du patient, donc on a les informations à proximité et on n'est pas interrompu dans la tâche parce que on a discuté avec quelqu'un entre-temps. Et puis, on n'a plus besoin d'étiqueter la seringue puisque la seringue, elle a toutes les informations qui seraient contenues sur l'étiquette. Et on peut faire le prélèvement. Et à ce moment-là, donc, lorsque l'on va passer la seringue sur un des appareils à gaz du sang, alors, idéalement, c'est l'appareil qui est délocalisé dans le service, mais même si cet appareil est en panne, ça peut être n'importe lequel des appareils de notre parc, puisque le système est relié via le middleware Accure. Donc, même s'il y a une panne, ça ne pose pas de problème. On peut aller passer la seringue sur un autre appareil. Et donc, il suffit de scanner la seringue et l'appareil dispose déjà de toutes les informations. Donc, c'est un genre de prescription connectée en délocalisé. Et donc, quand on nous a présenté cette solution, nous avons tout de suite pensé qu'elle permettrait une amélioration possible des problèmes que nous avions identifiés et pour lesquels nous n'avions pas actuellement de réelles solutions. Donc, c'est les problèmes principaux que nous avons envisagé de résoudre avec cette solution. Ce sont tout d'abord les problèmes d'identito-vigilance qui sont liés au non-étiquetage des seringues, et ça, on va en discuter, et puis aux erreurs d'identification des seringues et à la saisie manuelle erronée du numéro de visite sur les appareils quand elle est faite de façon justement manuelle.
Le deuxième point, c'est les erreurs de saisie ou l'absence de données sur la température du patient et la FiO2, qui induisent, comme vous savez, des résultats erronés s'ils ne sont pas corrigés en tenant compte de ces paramètres. Et le troisième point, c'est l'absence de l'heure de prélèvement, qui est une sécurité pour la validation biologique des résultats, afin de pouvoir avoir une idée du délai de réalisation de l'analyse après le prélèvement. Et actuellement, ce n'est pas une donnée qui est facile à collecter. Donc, l'idée, c'est d'améliorer la prise en charge analytique du prélèvement pour sécuriser le patient, pour sécuriser le résultat au bon patient et au bon moment. Alors, je vais vous décliner un petit peu parce que nous avons analysé les risques par l'intermédiaire des fiches de risque. Et donc, le premier risque que l'on avait évalué, c'est délai de réalisation de l'analyse non conforme. Et donc, comment pouvoir maîtriser ce risque? C'est déjà pouvoir disposer de l'heure de prélèvement. Alors, j'ai envie qu'on puisse discuter après ma présentation. Et donc, c'est pourquoi j'aimerais savoir, dans toute cette histoire, comment dans vos établissements, faites-vous pour récupérer l'heure de prélèvement pour les gaz du sang délocalisés? Donc, est-ce que vous avez la possibilité de faire ajouter manuellement sur l'automate? Est-ce qu'il y a vous n'avez pas accès à l'heure de prélèvement réelle, ou est-ce que vous avez une autre façon de pouvoir la récupérer? Alors, je vous invite à voter sur la petite case qui s'affiche sur votre écran. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai pas tout compris, si ça allait s'afficher ou si ça s'affiche individuellement ou si ça s'affiche pour tout le monde. Je peux l'afficher pour tout le monde dans quelques secondes. D'accord. Allez, un petit peu plus de réponses. Voilà. Ah oui, il n'y a que cette réponse. Non, il y en a 11 jusqu'à présent. Ah, d'accord. 13. J'imagine que les personnes vont voir dans le service vite fait s'ils ont les heures de prélèvement avec les seringues. Allez, je vais clôturer le sondage. Du coup, ça ne s'affiche pas alors, si j'ai bien compris. Vous ne le voyez pas? Alors, moi, je le vois toujours sur mon petit écran, mais oui. On ne partage pas. Enfin, je ne sais pas si les participants. Non, ils le voient chacun dès qu'ils ont résultat répondu. Ils le voient chacun dès qu'ils ont répondu. Ah oui, donc, répondu ne voit pas le résultat. Donc, je vous invite à tous répondre, sinon vous ne verrez pas le résultat. Non, du coup, alors, je ne sais pas, parce que moi, j'ai un résultat qui s'affiche, mais à l'issue de cette réponse, donc je ne sais pas si j'ai le résultat final. Non, je vais le faire parce qu'il y en a 16 quand je l'ai clôturé. Donc, pour 19%, en fait, ils ajoutent manuellement sur un champ de l'analyseur dédié. Pour 69%, ils n'ont pas accès à cette heure de prélèvement, donc la grande majorité d'entre eux. Et pour 13%, ils utilisent un autre système, une autre organisation pour récupérer l'heure de prélèvement. Donc, près de 70% n'ont pas d'heure de prélèvement avec les gaz du sang. D'accord. Donc, nous, ce que nous avions mis en place jusque-là, c'est un indicateur indirect qui est très indirect et très imparfait, mais on n'avait pas trouvé mieux jusque-là. C'était de faire des statistiques mensuelles en regardant le nombre d'échantillons pour lesquels on avait des hémoglobines supérieures à 20, ce qui laisse penser que on a une sédimentation de la seringue et donc un délai d'analyse qui n'est pas celui qui est souhaitable par rapport au délai de prélèvement. Bon, alors ça, c'est surtout vrai pour les services des urgences du GHT où on n'est pas dans un service de réanimation et que les gaz du sang sont faits aussi pour le ionogramme avec à tout le reste d'un autre bilan. Mais voilà, c'était notre façon jusque-là de pouvoir évaluer le délai de réalisation de l'analyse. Alors, avec le first automatique, dans la mesure où donc on va se connecter au logiciel,
on va avoir l'heure de prélèvement qui correspond à l'heure d'enregistrement de la seringue et de l'appariement avec le patient, sachant que normalement, une fois qu'on rentre dans la démarche, on ne va pas ressortir de la chambre pour aller faire autre chose et puis prélever le gaz du sang alors qu'on n'a pas s'interrompre, alors qu'on a commencé à rentrer dans la démarche. Et puis, cette heure de prélèvement, donc, elle est rentrée, donc elle correspond à l'heure d'enregistrement, et donc elle apparaît comme disponible dans le logiciel AQ. Donc là, pour vous montrer un exemple, ça c'est ce que l'on peut récupérer dans AQ comme information quand on n'utilise pas le First automatique. Et puis quand on utilise le First automatique, on va avoir des lignes supplémentaires et donc l'heure de prélèvement de l'échantillon qui s'affiche. Et donc là, ça permet de voir que on a quand même un délai de réalisation qui a été de 12 minutes entre le prélèvement et l'analyse. Alors, c'est tout à fait conforme aux recommandations, mais actuellement, comme on ne récupère pas l'heure de prélèvement en direct, on considère que l'heure de l'analyse et l'heure de réception sont, voilà, donc on n'a pas d'approche réelle de l'heure de prélèvement. Donc, cet outil permet déjà, dans un premier temps, de disposer de cette information. Le deuxième niveau de risque que l'on pense que ça peut nous aider à maîtriser, c'est le problème de l'étiquetage des seringues, donc les échantillons qui ne sont pas identifiés ou mal identifiés. Et donc, à nouveau, je vous pose une question. Est-ce que vous, dans vos centres, vous avez mis en place un système de suivi de l'identification des prélèvements délocalisés, puisque ça fait aussi partie des critères qui sont nécessaires pour la maîtrise du préanalytique des examens de biologie délocalisée pour le COFRAC. Vous pouvez mettre la question, Monsieur Foinou? Pardon, oui, désolé, je répondais à une autre question. D'accord. Hop, sondage. Ça charge. Hop. Donc, pareil que tout à l'heure, vous pouvez répondre oui ou non à la question. C'est vous le maître du sondage, c'est vous qui dites quand on ferme le sondage et quand on passe. Là, il y a beaucoup plus de réponses. Ah. Enfin, il y en a déjà beaucoup plus. Allez, on laisse encore quelques secondes. Hop, je clôt le sondage. Donc 32% de oui, on a mis des indicateurs en place de suivi, mais 68%, donc pareil que tout à l'heure, parce que 70% de personnes n'ont pas mis en place d'indicateurs de suivi sur l'identification des prélèvements de BMD. Donc, en ce qui me concerne à Nancy, ça ne marche plus, voilà. Alors, on a mis des indicateurs en place, je vais vous en parler. Je voulais revenir simplement sur le problème de l'étiquetage et de l'identitovigilance, parce que c'est un vrai problème. Donc, quand on regarde un petit peu la littérature, il n'y a pas beaucoup de choses dans la littérature parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à quantifier. Donc, on sait que les erreurs d'identification, elles ont un critère de gravité important, mais au niveau de la fréquence, comme elles sont difficiles à détecter, elles sont difficiles à quantifier. Alors, d'après une étude qui avait été, une revue qui avait été faite en 2019 par des gens, c'est des équipes européennes, hein, il y avait un chiffre qui montrait que il y avait 16% dans 16% des cas, on avait des problèmes d'identification et que parmi ces cas-là, il y avait
56% des erreurs d'identification qui étaient dues à un mauvais étiquetage des prélèvements. Et puis, si on prend l'étude qui avait été faite il y a un peu plus longtemps, mais aussi par un groupe de personnes qui s'intéressent aux préanalytiques, et donc c'est un groupe européen dont Madame Vassou faisait partie, les recommandations, c'est quand même bien d'essayer de maîtriser au mieux l'étiquetage des prélèvements et puis aussi l'enregistrement au niveau des analyseurs. Alors, les erreurs d'identité, comme je vous l'ai dit, pour nous, elles sont très difficiles à détecter et donc à quantifier. Alors, j'ai réussi à trouver quelques indicateurs au laboratoire sur les rapports d'analyse de non-conformité que l'on fait annuellement. Et ça, c'est au laboratoire. On peut s'appuyer sur 3 non-conformités qui sont les erreurs d'étiquetage du tube primaire, l'absence d'identification de l'échantillon et l'identité discordante de la demande par rapport au prélèvement. Et ça, je le répète, c'est au laboratoire. Donc, on a un regard critique à la réception qui permet de détecter ces erreurs, ce que l'on ne peut pas faire en biologie délocalisée, bien entendu. Et si on regarde donc le pourcentage que ça représente, on peut se dire que finalement, ce n'est pas si important que ça. Mais quand on regarde le nombre de dossiers, alors vous allez me dire que sur le nombre total de dossiers qu'on traite par an, c'est pas grand-chose. Mais tout référentiel confondu, ça fait quand même plus de 1000 dossiers par an. Et c'est déjà beaucoup trop à mon goût. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à repérer. Pour moi, c'est la partie émergée de l'iceberg parce que il y en a beaucoup à côté desquels on passe parce que c'est vraiment un critère qui est difficile à détecter. Une erreur qui est difficile à détecter. Alors, au CHU de Nancy, nous, on a mis un indicateur en place. On a mis en place un recueil des non-conformités d'étiquetage des seringues sur chaque site, à chaque passage des techniciens lors des maintenances. Ils passent. Et donc, on a établi un petit formulaire qui est un par site et qui est rempli tous les mois par nos techniciens, sur lesquels ils recensent. Alors, la procédure n'est peut-être pas très. Voilà. On est obligé d'aller faire un peu les poubelles, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, on regarde sur le tas de seringues qui sont à côté de l'appareil, le nombre de seringues sans étiquette, alors on les quantifie sur 5, et puis aussi le nombre d'étiquettes sur l'analyseur, parce que il y a certains services, alors, pour ne pas les citer en particulier chez nous, c'est l'hôpital d'enfants, où les patients qui sont hospitalisés dans le service, ils ont leurs petites étiquettes qui sont collées au bord de l'écran de l'analyseur. Et puis, on vient avec la seringue, puis on dit, ah, ça, c'est le patient-là, et hop, on scanne l'étiquette. Donc, peut-être que par inadvertance, si on vise mal avec la scannette, on peut aussi scanner le patient d'en dessous. Donc, voilà, on sait que ce n'est pas super. Et donc, dans l'exemple que je vous citais là, il y avait par exemple 3 étiquettes collées sur l'analyseur pour une semaine. Donc, à partir de ces relevés, on fait des petits calculs. Alors, on met des petites couleurs là. Si toutes les seringues sont étiquetées et qu'il n'y a pas d'étiquette sur l'analyseur, on sera content, on va mettre du vert. S'il y a en dessous une ou deux étiquettes, une ou deux seringues qui n'est pas étiquetée ou des étiquettes collées, ça va être orange. Et si on est au-delà de ces 3, 4 ou 5, on va être en rouge. Et on fait ça par semaine. Et donc, si on constate qu'il y a trop de rouge, comme c'est le cas là, on va prendre contact avec le cadre du service pour refaire un rappel qu'il y a un problème dans ce service-là et que ce n'est pas conforme à ce qu'on a demandé et ce à quoi ils se sont engagés dans le contrat. Alors ça, on a présenté ça au COFRAC lors de notre visite COFRAC pour montrer aussi comment on essaye de gérer ce niveau de risque-là. Et donc, on nous a dit, c'est très bien de faire ce recueil, mais par exemple, dans ce service-là, donc on compare toujours
Ça, c'est le récapitulatif annuel qui est transmis tous les ans à chacun des services. Ce service-là, il était rouge l'année dernière, il est toujours rouge cette année. Et donc, ce n'est pas parce que vous faites un recueil que c'est mieux maîtrisé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, ça tombait super bien parce que notre visite était en novembre et que on avait envisagé de commencer à tester la solution First Automatic en décembre. Et donc, on a proposé d'essayer de mieux maîtriser ce sujet avec cet outil-là. Ce qui fait que ça nous a évité un écart et on a même eu un point fort sur notre gestion des EBMD. Alors, on n'a pas eu un point fort sur la gestion des étiquetages des seringues, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Donc, on était assez contents. Et le troisième point, donc ça recouvre la problématique de l'identitovigilance, mais cette fois, ce n'est pas qu'une question d'étiquetage des seringues, c'est l'absence ou l'erreur d'identification du prélèvement du patient sur l'automate. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est le résultat qui va être orienté vers le mauvais patient. Donc, troisième petite question et dernière question, après je ne vous embêterai plus avec mes questions. Est-ce que vous avez mis en place un indicateur de suivi des erreurs d'identitovigilance avec toutes les difficultés que ça représente, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même très difficile à détecter et à quantifier. J'en profite pour ceux dont j'ai vu que quelques personnes ont levé la main, comme c'est un webinaire, vous ne pouvez pas répondre à l'écrit ou à l'oral. Vous avez un petit bouton Q&R pour questions-réponses en haut, donc n'hésitez pas à poser vos questions dedans. Ah bon. Donc, on a pas mal de petites réponses. J'attends que ça bouge plus. 3, 2, 1. Et on ferme le sondage. Hop. Donc, à peu près en arrondissant, 20% des participants ont mis une solution, enfin un indicateur en place, mais 80% n'en ont pas mis à ce jour. C'est difficile. Ça doit expliquer les résultats. Oui. Alors, voilà. Donc, en ce qui concerne les erreurs d'identité, donc nous, on n'a pas d'indicateur à part entière parce que je n'ai pas trouvé la solution pour réussir à les détecter correctement. Mais on a quand même plusieurs catégories d'erreurs. Donc, il y a celles qui sont signalées par l'opérateur d'emblée, qui nous dit, ah là, zut, je viens de passer mon analyse et je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis la bonne étiquette. Alors, c'est en particulier vrai à nouveau pour les sites du GHT, pas spécifiquement pour les gaz du sang dans les réanimations, mais ça s'applique à toute la biologie délocalisée. Et dans ce cas-là, on a mis une procédure en place dont les opérateurs ont connaissance pour nous communiquer tout de suite l'erreur et puis nous indiquer finalement quel est le bon patient, quels sont les examens à discontinuer. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réattribuer les résultats au bon patient dans le CIL? Donc, ce type d'erreur-là n'a pas trop d'impact puisqu'on arrive à le gérer rapidement. Par contre, donc, les erreurs qui sont liées à une mauvaise identification sur l'appareil, souvent, c'est complètement c'est les opérateurs qui ne s'en rendent pas compte, justement. Et donc, ça peut être lié à un problème de lecture du code barre de l'étiquette du patient parce que les plissés, ou une saisie manuelle directe, justement parce que le code barre ne se lit pas bien. Et là, on va avoir des erreurs de saisie de numéro de visite. Donc, il suffit de se tromper d'un chiffre, et là, c'est la catastrophe. Alors, dans notre CHU, il y a 2 cas de figure. Si la visite n'est pas encore ouverte, comme Accure communique avec la gamme, il y a des échanges qui se font. Et donc, le champ identifiant patient ne va pas se remplir tout seul puisque la visite ne correspond à aucun patient.
Donc, on a informé les opérateurs que s'il n'y avait pas de remontée, c'est qu'il y avait probablement un problème lors de l'identification du patient sur l'appareil et qu'il fallait bien vérifier ce qu'ils avaient saisi comme numéro de visite et ne pas saisir d'identifiant à la main. Parce qu'ils se disent, bah, c'est pas remonté, je vais taper. Et donc, nous, on ne le voit pas forcément parce qu'on ne va pas vérifier. Et ce qui remonte dans le site, c'est que le numéro de visite. Par contre, ce qui est le plus délétère dans ce cas de figure, c'est qu'au moment où la visite qui n'est pas actuellement ouverte va être ouverte, donc ça peut être quelques semaines après ou quelques mois après, les résultats qui ont été produits pour le patient à un temps déterminé, ben, ils vont être attribués à un autre patient qui n'était pas là à ce moment-là. Et donc, alors, bon, bah, quand ça tombe sur un patient qui est encore au moment où on est censé lui avoir fait des gaz du sang en chirurgie cardiaque, ça n'a pas trop de conséquences. Mais voilà, si c'est quelqu'un qui est hospitalisé dans un contexte autre, ça peut quand même avoir des répercussions non négligeables. Et le deuxième cas de figure, si la visite est ouverte, ben, ça va être directement l'attribution des résultats au mauvais patient. Mais dans ce cas, il y a un retour d'identité patient qui se fait sur l'appareil. Et donc, le nom qui s'affiche ne correspond pas normalement au nom qu'il y a sur l'étiquette du patient. Donc, l'opérateur est invité à toujours vérifier que le nom qui remonte, c'est bien le nom de son patient. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème de saisie. Donc, on a réussi à mettre en place des systèmes d'alerte des opérateurs, mais pas de système de quantification des erreurs. Et ces erreurs-là, on tombe dessus par hasard, mais ça fait toujours un petit peu peur. Alors, au final, les apports du First automatique, c'est donc l'appairage de la seringue avec l'étiquette du patient au lit du malade. Ça permet quand même d'éviter beaucoup les confusions entre deux malades, puisque en réanimation, il n'y a qu'un seul patient dans la chambre. Donc, normalement, il n'est pas censé y avoir des planches d'étiquette d'un autre patient à côté du patient qui est là. Il n'y a pas du coup de collage d'étiquette, donc pas de risque de mauvaise lecture du code barre et pas de risque non plus de saisie manuelle du code barre, puisque là, on ne va pas le saisir non plus manuellement dans le First automatique. Hein. C'est une histoire de lecture du code barre avec une scannette et d'appariement à l'étiquette patient. Les informations concernant la température et la FiO2 sont disponibles facilement puisqu'on est dans la chambre du malade et donc on a accès rapidement à toutes ces données. Et puis surtout, il y a peu de risque d'interruption de tâches puisque à partir du moment où on est rentré dans la démarche, il est peu probable que l'on soit interrompu. Alors que si on vient de prélever un gaz du sang pour un patient et puis que on emmène notre gaz à l'appareil et que on est interrompu parce qu'il y a un autre patient de réa qui va pas très bien, on nous demande un petit coup de main, ça va peut-être passer. Et au moment où on va venir passer le gaz sur l'appareil, les informations qui concernent la température, la FiO2, on ne s'en rappellera pas forcément parce qu'il n'est pas été entre-temps. Alors que si on a déjà saisi les informations au moment du prélèvement, au moment où on va scanner la seringue sur l'appareil, toutes les informations elles seront déjà rentrées dans l'appareil et donc on n'aura pas besoin de se souvenir de quelle était la température du patient à ce moment-là. Donc on s'attend à une diminution du nombre d'erreurs d'identité patient et aussi une augmentation de la qualité des renseignements. Alors, un tout petit mot très, très rapide, parce que ce n'est pas l'objet de discuter de ce sujet aujourd'hui, c'est que nous, on compte aussi sur cet outil pour nous aider dans la mise en place d'un protocole de coopération qu'on est en train de déposer auprès de l'ARS. Donc, on a fait des démarches pour demander que dans certaines situations très précises, donc de certains services de réanimation ou à la maternité, dans des situations où on est face à un manque de personnel, on a eu une demande express de pouvoir solliciter dans ces cas exceptionnels l'aide-soignante ou l'auxiliaire puéricultrice pour aller passer le gaz sur la machine qui n'est pas à côté du patient quand il n'y a pas de personnel et que la sage-femme, plutôt que d'aller passer son gaz, elle est mieux à côté de la patiente
ou de la même façon en réanimation, quand le nombre d'infirmiers n'est pas suffisant et donc qu'il y a un patient qui va très mal, eh ben, on préfère confier la seringue à quelqu'un qui va passer le gaz et s'occuper du patient plutôt que de devoir sortir pour aller passer la seringue. C'est une demande qu'on nous a faite depuis déjà un petit moment et on sait que c'est des pratiques qui se font, mais on n'a pas le droit d'habiliter les soignantes. Et donc, on a déposé un protocole de coopération dans ce sens. Et donc, dans ce protocole, on doit montrer à l'ARS que si on demande à une aide-soignante de venir passer les seringues sur un appareil à gaz du sang, il faut que les informations qui sont relatives aux patients et aux prélèvements, elles soient sécurisées. Donc, on nous demande de transmettre les informations sur un papier et de prouver que toutes les informations sont bien tracées pour limiter au maximum les erreurs. Donc, avec le First automatique, il n'y a pas besoin de papier puisque toutes les informations seront déjà saisies par l'infirmière. Donc, on est en cours de dépôt de ce projet. Alors, petit résultat et un petit retour depuis la mise en place. Donc, au départ, on avait dit que c'était une étude pilote pour 4 mois. Pour l'instant, on est content, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on n'a pas arrêté. Et puis, on a réussi à référencer les seringues pour tout l'hôpital depuis. Et donc, l'idée, ça va être plutôt de continuer dans ce sens et peut-être d'étendre. Donc, l'étude pilote que l'on a menée, on l'a menée dans 2 réanimations. Celle qui était marquée en rouge pour l'étiquetage des seringues, et puis une autre qui était plutôt bonne élève. Et donc, cela a été rendu possible parce que dans nos réanimations, dans chaque chambre, il y a un poste informatique. Et puis, on a équipé les postes avec des scanettes quand il n'y en avait pas. Et la formation du personnel a été assurée par radiométeur. Sachant que sur chaque poste, on a pu mettre en place un lien rapide de connexion au FlexLink puisque c'est connecté via AQ qui est disponible sur l'intranet de l'hôpital. Les premiers retours des personnels infirmiers ont été très positifs. On avait fait une évaluation intermédiaire. Et donc, vous avez ici les réponses qui ont été formulées par les personnels des 2 réanimations, sur le bénéfice de renseigner, le ressenti du personnel infirmier, sur le bénéfice de renseigner les informations au lit du patient. Donc, la majorité des gens étaient quand même très satisfaits, voire très satisfaits. L'impact sur l'identitovigilance est vraiment perçu de façon très positive. Alors, peut-être la chose qui est un petit peu bloquante, c'est quand on demande si ça simplifie le process des gaz du sang, le ressenti n'est pas forcément celui-là, parce que pour le personnel infirmier, ça fait une étape en plus, la nécessité de devoir allumer sa session sur l'ordinateur dans la chambre et de devoir se loguer, se connecter, rentrer son mot de passe. Et donc, ça fait perdre quelques minutes. Et dans les réanimations, chaque minute compte, comme ils nous disent toujours. Mais voilà, c'est une perception qui, quelquefois, leur donne l'impression de perdre un petit peu de temps. Alors, après la mise en place, on a quand même essayé de simplifier des choses. Et puis, il y avait quelques difficultés de maîtrise de l'utilisation du logiciel qui ont été revues après repasse de la société radiométeur avec M. Herbel qui est venu réexpliquer les choses. Donc, voilà, c'est peut-être le frein à cette solution par rapport au personnel. Et puis, dans les situations d'urgence, comme il faut allumer cette session, etc., on a un retour fréquent à la méthode avec étiquette parce que c'est plus rapide de coller une étiquette que de saisir les informations dans ces situations particulières d'urgence. En ce qui concerne le bénéfice de disposer des résultats des antériorités au lit du patient, alors ça, je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'est pas quelque chose que nous, on a vu comme un avantage en particulier. Donc, sur les postes informatiques dans la chambre du patient, une fois qu'on s'est connecté au système First automatique, on peut avoir la remontée des résultats
et les antériorités des résultats sur ce poste-là, donc au lit du patient. Dans notre centre, la perception est plutôt bonne, mais les médecins ne s'en servent pas quand on discute avec eux, puisque eux, ils consultent les résultats directement dans le DPI, qui est tout aussi accessible pour eux, ou directement sur le ticket quand c'est en urgence. Et donc, ils ne se loguent jamais dans la chambre, ils ne vont pas dans la chambre du patient pour aller voir les résultats. Et puis, en plus, ça fait une seule interface informatique, le DPI, et donc, c'est pas forcément quelque chose que l'on a vu qui apportait quelque chose, en tout cas pour notre système de fonctionnement. On avait posé la question sur l'impact éco-responsable par rapport à la limitation des tickets et des étiquettes. Et donc, la Réa médicale trouvait que c'était plutôt positif. C'était un peu moins tranché pour l'autre réanimation. En termes de satisfaction globale, donc la réanimation médicale était satisfaite complètement, satisfaite, voire très satisfaite. Il y avait un peu plus de réserve par rapport à la réanimation, l'autre service de réanimation chirurgicale. Et vous allez vous comprendre que ça se ressent dans l'utilisation du système First Automatic. Donc, la perception, c'est que le logiciel First Automatic, c'est un plus qui permet de sécuriser les renseignements liés aux patients et de l'identitovigilance, mais qui n'apporte pas de simplification en termes de ressenti ni de gain de temps. Même si maintenant, quand on discute avec le personnel de la réanimation médicale qui a quand même plutôt adopté le système, il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils maîtrisent l'informatique et pour lesquels ils ne ressentent pas que ça fait ni gagner ni perdre de temps. Dernier point, avec cette solution, donc on dispose aussi dans Accure de possibilités de suivi d'indicateurs de suivi avec un rapport d'audit qui est disponible dans Accure sur les statistiques d'utilisation. Et ça permet de détailler donc le type d'erreur qui survient sur l'appareil et le nombre d'erreurs et d'abandon. Donc, ça permet aussi de voir, alors là, c'est plus par rapport au changement de seringue, si l'amélioration du taux de résultat que l'on obtient et du taux d'erreur, si la solution de choix des seringues permet d'avoir une amélioration sur ce taux d'erreur. Et puis, de suivre le pourcentage d'utilisation du FlexLink. Alors, on a sur ce rapport le nombre de tests qui sont faits avec et sans le FlexLink. Et donc, quand on regarde un petit peu, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc dans le service de réanimation médicale, on a à peu près en termes de pourcentage d'utilisation du FlexLink, 50, alors ça dépend des mois, hein, mais entre 50 et 60% d'utilisation de cette solution, sachant que, je vous ai dit, quand on est dans une situation d'urgence, on va revenir au système par les étiquettes. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure non plus, c'est que l'avantage, c'est que sur un appareil donné, on peut faire cohabiter les deux systèmes. C'est-à-dire que même si la BL il est configuré pour pouvoir lire les seringues connectées et avoir les informations, il est tout à fait capable de saisir les informations via l'étiquette qui est collée sur la seringue. Et donc, les deux systèmes peuvent cohabiter. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a certains services, notamment la réanimation médicale, pour lequel l'appareil délocalisé, il sert pour d'autres services qui sont à côté et qui ne sont pas forcément équipés du First Automatic. Donc, la cohabitation de ces deux systèmes est importante. En réanimation Picard, donc c'est ceux qui étaient plus mitigés, on a un pourcentage d'utilisation qui est quand même pas très élevé. Et ça, c'est aussi, je pense, très dépendant de l'encadrement, puisque il faut que le cadre adhère au projet pour pouvoir motiver ses équipes et leur faire comprendre l'intérêt de la chose. Et donc, on a vraiment deux versions un peu différentes, mais de par le succès qu'on a rencontré en réanimation médicale, on envisage d'étendre la solution aux autres services de réanimation. Donc, maintenant que les seringues sont disponibles pour tout le monde, on va commencer par la réanimation du chair cardiaque qui est à côté des deux services qui sont déjà équipés du service de
réanimation médicale et de réanimation Picard. Et on va faire ça aussi sur l'autre site de Centrale où il y a 2 autres réanimations. Et puis, on discute entre nous de l'intérêt ou non de le mettre dans d'autres services, mais là, ça va être peut-être un peu plus compliqué, notamment aux urgences ou à la maternité, parce que là, on n'a pas un poste informatique par chambre, par patient, et donc ça va être peut-être moins facile à mettre en œuvre. Donc, nous, on voit surtout l'intérêt, dans un premier temps, pour les services de réanimation. En termes de perception par les médecins, pour eux, c'est une opération assez transparente, puisque sur le rendu du résultat, je vous ai dit, les consultations se font dans notre DPI ou directement sur le ticket, mais on a quand même cette notion de sécurisation en termes d'identité-vigilance qu'ils apprécient grandement. Et puis, le dernier point, c'est en ce qui concerne les capillaires, voilà, on n'a pas encore de capillaires code-barrés, donc c'est pour la maternité, voilà, c'est des solutions à réfléchir. Eh bien, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Toussaint, pour la qualité de votre présentation. Est-ce qu'on a quelques On en a quelques-unes. Alors, une première que j'ai reposé la question à la personne, j'ai pas eu de réponse, c'est quid des saisies manuelles sur les machines où vous avez le First Automatic activé. Donc, vous pouvez faire cohabiter la solution First Automatic et l'utilisation, on va dire, habituelle ou ancienne avec la saisie manuelle. Tout à fait. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé actuellement, enfin, dans le... Comme vous disiez, il y a d'autres services qui s'en servent. Oui, tout à fait. Oui. Parce que ce que je vous disais en réanimation médicale, donc le First Automatic, il est installé pour tous les patients qui sont aux soins continus et dans la réanimation médicale. Mais sur cet appareil, il y a d'autres services qui viennent, notamment les soins intensifs respiratoires ou la cardio, et eux, ils n'ont pas le système First Automatic. Et donc, tout le monde peut se servir de l'appareil de la même façon, ça ne pose pas de problème. D'accord. Je vais juste faire une définition sémantique parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé une question en dernier et je pense que plusieurs d'entre vous ont pu se la poser. First Automatic, c'est le nom de la solution où en fait tout est numérisé, où vous n'avez plus d'étiquette, on utilise les seringues, le code à barre des seringues, le logiciel et eCure, et puis nos analyseurs bien sûr. FlexLink, c'est le terme du logiciel qu'utilise eCure, enfin le module de eCure qui sert en fait à faire cette réconciliation et d'identité-vigilance sur la seringue. Voilà, pour juste resituer. Ensuite, on a eu 2 questions d'une même personne. Alors, je vais commencer par sa deuxième. Comment vos services qui ont des ABL en EBMD et des seringues pré-code à barrer gèrent-ils les gaz du sang envoyés au laboratoire? Ces gaz du sang sont-ils gérés avec le module First Automatic ou utilisent-ils des seringues non code à barrer plus étiquette pour les gaz du sang envoyés au labo? Alors, j'ai dit que c'était tout à fait possible aussi de configurer les appareils du laboratoire. Alors, en ce moment, on n'a pas les mêmes types d'appareils au laboratoire, on a des ABL 800, mais les services qui utilisent le First Automatic, ils ont chacun un appareil qui est dans leur service et ils ont très rarement les au laboratoire puisque leur procédure dégradée, c'est d'aller passer sur l'appareil de la réa d'à côté quand l'appareil est en panne et pas de l'envoyer au laboratoire. Et donc, il y a très, très peu d'échantillons. Il faut vraiment que tous les appareils de l'étage dans lequel il y a 3 appareils soient en panne pour qu'ils envoient au laboratoire. Donc, c'est pas trop arrivé. Mais de toute façon, les appareils du laboratoire, de la même façon, Monsieur Herbel peut me confirmer ce que je dis, mais de la même façon que ceux qui sont délocalisés peuvent être configurés pour accepter les 2 types de seringues. C'est ça, exactement. Enfin, les 2 types, c'est toujours la même seringue, mais que ce soit une saisie via le code barre de la seringue ou une saisie via l'étiquette patient qui est collée sur la seringue. Voilà, c'est ça. Une question plus pour toi, Mathias. Je pense nos idéaux de réanimation ont parfois du mal pour saisir la FiO2 où en fait il faut convertir
le litre par minute de l'oxygène en fait en FiO2. Est-ce que le logiciel First Automatic convertit automatiquement, peut convertir en fait le débit d'O2 en FiO2? Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que le système permette de le faire, mais c'est une question à creuser. Je n'ai pas forcément la réponse aujourd'hui. Oui, de mémoire, il n'y a pas de conversion. Après, pour plusieurs paramètres, on peut mettre plusieurs unités de rendu. Donc, la FiO2, c'est du pourcentage. À voir si effectivement on peut lui mettre du litre par seconde. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est du débit d'oxygène, directement saisir le débit d'oxygène. En tout cas, on peut saisir de nombreux paramètres complémentaires au gaz du sang. On a eu aussi, mais ça vous avez répondu, je pense. Étant donné que l'heure de prélèvement est automatiquement récupérée, savez-vous s'il est possible de bloquer le résultat en cas de délai préanalytique dépassé ou non respecté pour vous? C'est pour Monsieur Herbert la question. La réponse est oui. En fait, le système, l'automate, permet de bloquer si on dépasse la fameuse demi-heure entre guillemets entre le prélèvement et le passage sur la machine. Ça peut faire partie d'un critère d'acceptation ou d'exclusion qui permet de bloquer le résultat patient si on dépasse ce délai frénétique qui est très important. Donc la réponse est oui. D'accord. C'est tout. Ça fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons mettre du coup fin à l'événement. Encore mille merci, Madame Toussaint. Merci à vous. Merci à vous. Cette belle présentation. Merci à tous de vous être connectés. Et puis le replay sera disponible. On vous enverra, il y aura un mail, vous recevrez un petit mail avec le replay. Et puis on vous souhaite tout simplement une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.